Bonjour et bienvenue à tous. Nous reprenons nos travaux dans un monde bien sombre où la violence et la guerre poussent tous les jours un peu plus leur avantage. C'est un sujet de préoccupation centrale pour nous tous. Et bien plus encore pour nos enfants, voire nos petits-enfants. Alors l'inquiétude face aux multiples menaces que représente la prolifération des conflits, la poussée politique massive de l'illibéralisme au sein même de la démocratie libérale, qui vient s'ajouter aux régimes autoritaires, pour ne pas dire dictatoriaux existants, les tensions internes aux sociétés dues aux inégalités, aux flux migratoires, les manifestations de plus en plus catastrophiques du changement climatique, etc., etc. Cette inquiétude s'est reflétée dans les dernières activités que j'ai eues au Collège de France, notamment donc deux colloques que j'ai co-organisés fin juin et début octobre, tout récemment, respectivement intitulés Despotismes orientaux du Proche à l'extrême, c'est-à-dire du Proche-Orient à l'Extrême-Orient, que j'ai co-organisé avec mon collègue Henri Laurence, que beaucoup d'entre vous connaissent, bien sûr, et qui est un petit peu la suite de ce volume que nous avons publié il y a un an, qui s'intitule « La violence politique », vu par les historiens du Moyen à l'Extrême-Orient. Donc vous voyez que nous sommes dans la continuité. Ce volume, qui est paru aux éditions Hémisphère, faisait suite en fait à un colloque que nous avions organisé. Et donc le deuxième colloque d'octobre que j'ai mentionné à l'instant, c'est les discours sur la race entre Europe et Chine. Donc, comme vous voyez, des intitulés résolument anxiogènes dans le sillage du cours de l'année dernière, qui est, comme vous vous en souvenez peut-être, parti de la fameuse phrase de Montesquieu, la Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. Donc, Montesquieu, donc baron de la Brède, auteur donc de l'Esprit des lois, paru en 1748 et dont la traduction anglaise de Spirit of Laws est parue 2 ans plus tard. Donc cette fameuse phrase conclut le chapitre 21 intitulé « De la Chine » du livre 8 de l'Esprit des lois. Alors, avant d'en arriver à décrypter la phrase qui constitue l'intitulé du cours de cette année, et qui est une forme de réponse ou de réplique à celle de Montesquieu, vous l'avez ici sur la diapositive, il ne peut y avoir 2 soleils dans le ciel, ni 2 princes pour un pays, qui est la traduction de l'expression chinoise Tian Wu Er Guo Wu Er Zhu. Donc, avant d'en arriver là, il faut rappeler, je vais aujourd'hui faire un rappel de ce que nous avons travaillé ensemble l'année dernière, parce que ça me paraît important justement pour comprendre les enjeux.
il faut rappeler que le verdict de Montesquieu a surgi ou ressurgi dans un contexte particulier, qui est le contexte intellectuel de la Chine d'aujourd'hui, qui, forte de sa croissance économique et de sa montée en puissance géopolitique, n'hésite plus à défier ses adversaires occidentaux, et quand les Chinois disent occidentaux, ils veulent dire avant tout américains. Et donc cette Chine n'hésite plus à contester les fondements mêmes de la démocratie libérale sur laquelle le monde occidental a bâti sa suprématie et sa prospérité. Et la Chine est désormais, surtout depuis le 5 novembre, d'autant plus encouragée à le faire au moment où l'adversaire américain, sous le second mandat de Donald Trump, est déterminé à s'aborder lui-même les valeurs démocratiques libérales. Donc, dans le grand récit du siècle des humiliations, qui, nous l'avons vu il y a quelque temps, est devenu central dans le discours officiel. Alors, vous avez ici un rappel justement de ce qu'est ce siècle des humiliations, qui commence dans les années 1860, au milieu du XIXe siècle, avec la guerre de l'opium. Ici, vous avez un espèce de mur qui tient lieu de mémorial en mémoire du sac du palais d'été à Pékin, et qui marque donc cette attaque à l'époque par les forces coloniales françaises et anglaises qui ont pillé et brûlé ce qu'on a pu appeler le Versailles chinois. Donc ça a été un véritable traumatisme qui est encore bien sûr remémoré, mais aussi très soigneusement entretenu par une certaine mémoire qui a été donc ravivée comme par hasard au lendemain du massacre de Tiananmen en juin 1989, dans ce grand récit où prédomine l'idée que la Chine, affaiblie et agressée par les puissances coloniales européennes, a dû se plier et s'adapter à leurs valeurs libérales et démocratiques, réclamées à corps et à cri par les modernistes du 4 mai 1919, justement au lendemain du traité de Versailles. Alors, c'est ce que rappelle ce livre, paru en anglais aux États-Unis, donc intitulé Never Forget National Humiliation, Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations. Donc, n'oubliez jamais l'humiliation nationale de ce siècle des humiliations, mémoire historique dans la politique chinoise et les relations étrangères, les relations internationales. Et vous voyez sur la couverture donc ce groupe d'écoliers chinois donc qui brandissent le poing et donc scandent ce slogan qui est inscrit sur le tableau derrière eux. Donc ne jamais oublier l'humiliation nationale et renforcer la défense de notre pays. Donc, un siècle plus tard, après le début des guerres de l'opium, la Chine d'aujourd'hui, sous le contrôle intégral du Parti communiste chinois, pense donc avoir atteint l'heure de la revanche et pouvoir inverser les rôles
en revendiquant donc la supériorité des valeurs centrales du socialisme aux caractéristiques chinoises, que nous avions vues il y a quelque temps. Je pense que ce serait utile de se les remettre en mémoire. Vous les voyez ici sur 3 rangs. Donc, le premier rang concerne donc les valeurs socialistes qui concernent donc l'État. Le deuxième rang, plutôt donc des valeurs qui concernent la société, et le troisième rang qui concerne les individus. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le premier rang, la toute première valeur, c'est fuqiang, c'est-à-dire donc richesse et puissance. Bon, alors moi je pense qu'on pourrait s'arrêter là parce que en réalité ces deux mots résument tout à fait en fait le programme de la Chine actuelle. Alors le deuxième va vous paraître un petit peu plus étonnant, minzhu, ça veut dire démocratie. On m'a quand même expliqué que ce qu'il faut entendre par là, c'est plutôt le centralisme démocratique léniniste. Wenming, donc la fameuse civilisation dont nous avons parlé ici il y a quelque temps, et en dernier lieu, Hexie, c'est-à-dire donc la fameuse harmonie, qui nous vient de nos millénaires de culture confucéenne. Alors, vous voyez, il y a une espèce de mélange alors de notions qui viennent d'horizons assez différents et d'époques différentes, mais enfin, voilà. La deuxième ligne commence aussi par quelque chose d'un peu relativement étonnant, ziyou, la liberté. Ensuite, pingdeng, donc l'égalité. Gongzheng, bon, il n'y a pas fraternité, mais il y a l'équité. Et fazhi, donc la gouvernance par la loi. Bon, alors évidemment, cette deuxième ligne peut paraître un tout petit peu problématique au vu de ce que nous observons actuellement en Chine, mais enfin, ce sont des valeurs. Alors, la troisième ligne, donc aiguo, donc aimer la patrie, le patriotisme, jingye, c'est-à-dire donc être l'ardeur au travail, chengxin, donc le fait d'être digne de confiance. Ça, c'est tout justement toute la problématique du crédit social. Vous devez être un citoyen fiable, c'est-à-dire payer vos impôts, vos amendes, traverser sur le passage clouté, etc., etc. Et enfin, Yaoshan, c'est-à-dire là, vous avez la notion d'amitié et presque de camaraderie qui vient de la culture communiste. Alors, je ne résiste pas à l'envie, en cette séance de rentrée, pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance, l'envie de vous lire en traduction un extrait de la revue Qiushi. Le titre veut dire « Rechercher la vérité », qui est l'organe même du Parti communiste chinois. Donc voilà ce que dit la revue, texto. Comme l'a dit le secrétaire général Xi Jinping, dont vous avez donc le nom sur la diapositive, le siècle dernier a vu le Parti communiste chinois travailler avec dévouement à la poursuite de sa mission fondatrice, ouvrir de nouvelles voies tout en endurant d'amères épreuves et s'efforcer de bâtir un avenir meilleur. Au cours des 100 dernières années, le Parti communiste chinois a surmonté les obstacles les uns après les autres et a remporté victoire sur victoire en s'appuyant étroitement sur le peuple. Dans cette ancienne terre de Chine, il a marqué des étapes épiques dans l'histoire du développement humain et apporté des contributions révolutionnaires à la nation chinoise. Grâce à une lutte tenace, le Parti communiste chinois a uni et a conduit le peuple chinois
a réalisé la grande transformation de la Chine d'homme malade de l'Asie de l'Est, c'était une désignation de la Chine au moment où elle était le plus affaiblie, au début du XXe siècle. Donc, cette transformation d'homme malade de l'Asie de l'Est en une nation qui s'est relevée. Pour la Chine, le XXe siècle a commencé dans l'humiliation lorsque l'alliance des 8 nations a occupé Pékin. À l'époque, il semblait n'y avoir qu'un avenir tragique et sombre pour la nation chinoise. Mais la nation chinoise, qui a autrefois créé une civilisation splendide, ne se résignerait pas à cette existence humiliante. L'éruption de la Révolution d'octobre a amené le marxisme-léninisme en Chine. Le Parti communiste chinois, fondé en 1921 et armé de ses théories avancées, est entré sur la scène historique pour conduire le peuple chinois à changer son destin et à progresser vers un renouveau national. Alors, voilà, donc je voulais commencer le nouveau semestre par une lecture donc saine et roborative. Et si vous voulez en savoir davantage sur la pensée du grand leader, vous pouvez même la lire commodément en français. Comme vous le voyez sur cette diapositive, vous avez ce volume intitulé « La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère ». Alors, c'est donc dans le contexte de cette revanche nationaliste et de ce retournement de rapport de force que la caractérisation de la Chine comme despotique par Montesquieu a suscité de manière analogue un retournement de la réaction des intellectuels chinois. Nous avons vu l'année dernière comment la pensée politique de Montesquieu a suscité évidemment de nombreux commentaires en Chine depuis plus d'un siècle et encore aujourd'hui. Après avoir été approprié sans discussion à la fin du XIXe siècle et au début du XXe par des intellectuels chinois qui adhéraient totalement à l'idée du despotisme chinois, cette qualification de despotique est tout aussi totalement rejetée depuis une dizaine d'années par certains intellectuels chinois de premier rang qui ont réagi très vigoureusement contre un tel verdict en raison, d'une part, de son origine étrangère européenne et d'autre part, du destin particulier de la Chine que met en avant donc le discours du parti et qui incite donc ces intellectuels à proposer un récit alternatif sur le régime politique chinois d'hier et d'aujourd'hui. Alors, il est un fait que le concept de despotisme est avant tout le résultat d'un processus de traduction qui a été initié au Japon au milieu du XIXe siècle, donc en même temps que la Chine se faisait agresser donc par les puissances coloniales. Donc on pourrait dire que tout comme un grand nombre d'auteurs européens importés en Asie au XIXe siècle, Montesquieu a commencé à parler, il a commencé en fait par parler japonais. Alors, je m'appuie ici largement sur les travaux d'un collègue de Bordeaux, le professeur Eddy Dufourmont, qui en mars 2021 a organisé, c'est ce que vous avez à gauche, donc un colloque à l'Université de Bordeaux intitulé Montesquieu et l'Asie, traduction, circulation et usage de l'esprit des lois hors d'Europe occidentale. Et ce colloque a donné lieu à un numéro spécial de la revue Lumière, au pluriel,
un numéro de 2023, le numéro 41, où Eddie Dufourmont donc, a publié un article intitulé « Un moment de la circulation mondiale des Lumières, enquête préliminaire sur les traductions et les usages de l'esprit des lois dans le Japon de la première modernité, 1868-1889. » Alors, dans cet article, Eddie Dufourmont commence par remarquer que l'intérêt pour Montesquieu dans le Japon de l'ère Meiji, c'est cette ère qui s'appelle justement la gouvernance éclairée, et qui commence en 1868. Donc, ce Japon peut être lié à l'accès à la fameuse civilisation, le Wenming que nous avons vu tout à l'heure, figurer dans les valeurs socialistes aux caractéristiques chinoises, mais qui vient en fait d'un néologisme japonais qui est Bummei, en prononciation japonaise. Et cet intérêt pour Montesquieu est également lié à la recherche des droits politiques au Japon. Alors je cite Eddie Dufourmont, donc au Japon, entre 1870 et 1880, on assiste à un intense mouvement de traduction de textes en langue européenne, parallèlement à des transformations institutionnelles et sociales marquées par des troubles politiques. Pendant cette période de découverte de concepts entièrement nouveaux, le nouveau régime de 1868, c'est-à-dire l'ère Meiji, a donné une nette préférence au droit dans le choix des traductions. De ce point de vue, l'intérêt porté à de l'esprit des lois n'est pas du tout fortuit. Avec du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, de l'esprit des lois de Montesquieu est le seul texte de langue française à avoir fait l'objet de plusieurs traductions au cours de la période. Montesquieu est peut-être le premier philosophe européen à avoir marqué le Japon moderne de son empreinte. Fin de citation. Alors, Eddie Dufourmont s'empresse néanmoins de préciser que la référence à Montesquieu ne doit pas être pour autant surestimée, puisque la fameuse idée de la distinction des pouvoirs, qu'on a retenue de Montesquieu, a été connue des Japonais, semble-t-il, avant justement la connaissance de Montesquieu. Eddie Dufourmont dit ceci: dès le régime féodal des Tokugawa, le shogunat découvre l'existence de la République à travers les États-Unis d'Amérique, qui impose une ouverture diplomatique et commerciale dès 1853, à la suite de quoi le shogunat met en place en 1857 l'Institut pour l'étude des livres barbares. Barbares voulant dire occidentaux. Bon. C'est à cette époque qu'est introduit un ouvrage qui va également contribuer au démarrage de l'étude de la chose politique au Japon, la traduction d'abord en chinois classique puis en japonais des Elements of International Law de Henry Wheaton, donc, qui a été publié en 1836. Henry Wheaton, qui est un juriste spécialisé en droit international, et la traduction est due à un pasteur missionnaire protestant américain du nom de William Martin. Et cette traduction a été véritablement le premier ouvrage à introduire le droit international à part entière en Asie de l'Est, donc en Chine et au Japon. Et au Japon en particulier, l'influence que le livre a exercée à la fin de la période d'Edo et pendant la restauration de Meiji a été tout à fait considérable. Et c'est donc dans cette traduction, donc en chinois classique et en japonais, où donc en chinois donc ça donne
Wanguo Gongfa et en japonais, donc Bankoku Kōhō, qu'apparaît pour la première fois l'expression que vous avez ici, en bas de la diapositive, ici, en chinois, zhuanzhi, et en prononciation japonaise, sensei, qui veut dire donc littéralement la gouvernance exclusive, et qui va être justement la traduction qu'on retiendra pour la notion européenne de despotisme. Alors, maintenant, il s'agit de voir un petit peu comment cette notion, notamment de despotisme, et le principe de la distinction des pouvoirs de Montesquieu s'est introduite au Japon et ensuite en Chine. Ça me paraît vraiment important parce que véritablement pour ces cultures essentiellement confucéennes de tradition, nous avons quelque chose de totalement inédit, et ça me paraît tout à fait intéressant de voir comment justement ces cultures se sont appropriées ces nouvelles notions. Prenons d'abord le cas de Kato Hiroyuki, qui est un haut dignitaire japonais qui a vécu de 1836 à 1916, qui a donc vécu cette ère Meiji sur toute sa longueur, qui nous dit ceci, je cite, « Le monde est immense et les États qui s'y forment sont innombrables. » Alors ça, c'est une constatation que fait donc un haut dignitaire japonais, mais qui, en fait, dans un contexte chinois, est déjà une espèce de révolution, parce que en fait, la Chine, jusqu'à la fin du XIXe siècle, se considère comme tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Donc, constater que le monde est immense et que les États sont innombrables, ça c'est déjà en fait une révolution dans la conception du monde. Cependant, continue Kato, il n'y a pas plus de deux formes de gouvernement à discuter. Et là, vous avez donc les formulations sur la diapositive. Vous avez d'une part le Kunshu Seiji, connu sous le nom de monarchie en Occident. Alors, l'expression en fait désigne littéralement donc le fait que le maître est le prince, Chunju. Et d'autre part, vous avez le Kansai Seiji, connu sous le nom de République en Occident. Alors, ce que Kato Hiroyuki traduit par République, c'est une expression qui veut dire en fait la gouvernance par les fonctionnaires. Et il définit la République dans ces termes. Il n'y a pas de souverain au-dessus du peuple de la nation. Les fonctionnaires se consultent entre eux et dirigent le gouvernement. Donc ça, c'est la notion de république que ce japonais essaye de se faire à partir de ce qu'il connaît. Et dans un texte de 1861, resté confidentiel, ce même Kato Hiroyuki reproche à la Chine de n'avoir jamais ouvert un espace public propice au débat politique, permettant ainsi une succession de, je cite, souverains violents qui monopolisent le pouvoir, qui sont donc despotiques. Et par la suite, Kato continue à assimiler l'empire chinois à la tyrannie, tandis que le nouveau régime impérial japonais est présenté comme, et c'est l'expression que vous avez en bas de la diapositive, comme un Riken Seitai, c'est-à-dire un gouvernement constitutionnel. Donc là, vous voyez dans la réception justement de ces théories politiques européennes et notamment celle de Montesquieu, vous avez justement aussi cette démarcation qui se fait donc entre le Japon qui lui veut rattraper le train de la modernité européenne occidentale et qui laisse derrière lui donc la Chine
dans son despotisme. Alors, c'est également quelque chose qu'on trouve chez un autre très grand personnage de l'époque, à savoir Fukuzawa Yukichi, qui a vécu de 1835 à 1901. Vous le voyez représenté ici sur un billet de banque de 10 000 yens, mais malheureusement, il vient de disparaître au profit d'un nouveau billet, il va falloir s'habituer, qui porte l'effigie donc d'un autre entrepreneur, enfin et industriel japonais du nom de Shibuzawa Eiichi, qui a vécu de 1840 à 1931. Donc on remplace le réformateur de Meiji par un représentant du capitalisme japonais. Alors ce Fukuzawa Yukichi, dans un écrit de 1866 intitulé le Seiyo Jijo, c'est-à-dire donc littéralement les conditions qui prévalent en Occident, Fukuzawa donc distingue entre trois types de gouvernement qu'il appelle le premier donc Rikun, c'est-à-dire la monarchie, c'est le fait de d'ériger le pouvoir du prince. Ensuite, vous avez Kizoku Gogi, qui serait donc l'aristocratie, c'est-à-dire en fait comment dire, une assemblée de nobles. Et enfin, Kyowa Seiji, c'est-à-dire donc la République. Alors, ce binôme, donc Kyowa, qu'on prononce Konghe en chinois, donc c'est la traduction qu'on va retenir donc pour traduire la notion de république en chinois moderne. Alors, on voit ici que la notion de despote, que vous avez tout en bas de la diapositive, est rendue en japonais par Fukuzawa par l'expression donc Rikun Dokusai, c'est-à-dire donc la monarchie, mais de quelqu'un qui règne seul, sans limitation ni répartition du pouvoir. Duzai en chinois, c'est vraiment le fait de décider de régner seul. Donc, vous avez ici donc une sorte de qualification d'une monarchie qui peut dériver vers une forme despotique. Alors, dans ce texte de 1866, Fukuzawa donc distingue bien trois types de gouvernement, mais il n'en arrive pas encore justement à la fameuse division tripartite des pouvoirs de Montesquieu, qui est un sujet abordé dans un texte publié donc 2 ans plus tard, le Seitaisho, c'est-à-dire le mémorandum sur le gouvernement, qui est promulgué par le nouveau gouvernement de Meiji et qui propose pour la première fois justement cette notion de Sanken Bunritsu, c'est-à-dire une séparation entre les 3 pouvoirs. Alors, ces 3 pouvoirs sont donc le législatif, Rippo, c'est-à-dire le fait de diriger la loi comme pouvoir. Ensuite, Gyoho, c'est-à-dire le fait de mettre en pratique, de mettre à exécution la loi. Et enfin, le pouvoir judiciaire, Shiho. Donc, vous voyez que là, la séparation plutôt la distinction des pouvoirs s'articule autour de la notion de la loi, c'est-à-dire donc vous avez d'abord le fait de dire la loi, diriger la loi,
Ensuite, le fait de la mettre en pratique, c'est l'exécutif, et ensuite le fait de la faire respecter par le pouvoir judiciaire. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est que Fukuzawa Yukichi, donc très grand réformateur, est également, parmi beaucoup d'autres choses, l'auteur d'une sorte de manuel de géographie, hein, intitulé donc Tous les pays du monde, le Seikai Kunizukushi de 1869, qui est donc destiné aux enfants, qui est élaboré à partir essentiellement d'ouvrages anglophones, hein, et qui est illustré de façon assez luxueuse. Hein. Vous avez quelques tables justement en couleur. Ici, donc, une représentation du monde et une autre table qui représente donc l'Asie, hein, avec donc le Japon bien au centre, hein, et où vous voyez que la Chine est un petit peu reléguée sur le côté, hein, et avec écrit bien en gros très clair la mer du Japon ici. Hein. Bon, donc évidemment, quand vous voyez ressurgir donc toutes les disputes actuelles en mer dite de Chine, hein, vous voyez que c'est quand même utile de se remémorer ces données historiques. Et alors, dans ce manuel de géographie donc destiné aux écoliers japonais, hein, la Chine est systématiquement présentée comme despotique. Et là, le mot employé est non pas une traduction de la notion, mais une translittération, hein, c'est-à-dire c'est despochiku. Donc la Chine est despochiku, c'est-à-dire elle est constamment présentée comme justement despotique en contraste avec le Japon. Alors, dans les personnalités japonaises de l'ère Meiji qui se sont appropriées justement cette pensée de Montesquieu, il faut signaler aussi un personnage important qui s'appelle Nishi Amane, qui a vécu de 1829 à 1897 et qui, dans les années 1870-71, a donné une série de conférences sur les sciences politiques à Tokyo, hein, conférence qui s'intitule donc les liens entre tous les savoirs, toutes les sciences. Et dans ces conférences, Nishi Amane parle de la division du pouvoir, hein, le Kubetsu no Ken, et il dit ceci: bien qu'à l'origine le pouvoir du souverain englobe tous les pouvoirs et n'en admet aucun autre, lorsqu'il a été divisé, il y a eu 3 divisions. Ces divisions ont été conçues par le français Montesquieu. Alors, vous avez d'abord le pouvoir législatif, Rippo no Ken, ensuite l'exécutif, Gyoho no Ken, et le judiciaire, Dantei no Ken. Alors, donc, vous retrouvez donc justement cette notion d'établissement de la loi par le législatif, la mise en exécution ou en pratique de la loi par l'exécutif, et enfin, la troisième expression qui diffère un petit peu de la précédente, qui est donc la façon de trancher donc les cas, les litiges en justice. Alors, Nishi Amane présente la répartition de ces 3 pouvoirs et la définit à partir de justement cette notion de loi. Et il dit que chacun de ces pouvoirs est indépendant de l'autre pour éviter le despotisme, hein, puisque le despotisme, c'est précisément le fait
de concentrer dans ses mains les trois pouvoirs. Mais il précise de façon très intéressante, ce sont les États-Unis, hein, un pays démocratique, c'est l'expression que vous avez en bas de la diapositive, Minshukoku, hein, qui applique strictement la séparation des pouvoirs. Donc, d'un côté, Nishi-Amane rappelle donc l'origine française de Montesquieu de ce principe de distinction des pouvoirs, mais il dit aussi que ce sont les États-Unis, hein, à son époque, qui, donc dans les années 1870, qui sont le seul pays au monde qui réalise véritablement cette séparation. Alors, le nom de Montesquieu, donc, on pourrait dire qu'il est connu de ces intellectuels japonais de Meiji et associé à la séparation des pouvoirs, chez des auteurs qui évoquent Montesquieu en tant que partisan des droits du peuple, hein, et c'est en citant Montesquieu que l'un de ces auteurs définit donc clairement le despotisme comme la concentration des trois pouvoirs. Et dans tous ces discours, la Chine apparaît le plus souvent comme un repoussoir, c'est-à-dire le symbole même du despotisme oriental et passéiste que le Japon récuse avec la dernière énergie pour se rattacher à la civilisation, donc Bummei, et aux lumières de la modernité telles qu'elles sont définies en Occident. Alors, c'est ce que vous avez dans ce fameux écrit de Fukuzawa Yukichi, dont nous parlions tout à l'heure, qui s'intitule Bunmeiron no Gairaku, l'esquisse d'une théorie de la civilisation, où le Japon est présenté comme récepteur de la civilisation européenne et la Chine sert de contrepoint comme incarnation du despotisme dans lequel elle reste éternellement engoncée. Donc vous retrouvez donc cette thématique du Wanming ou du Bummei japonais dans les années 1870. Et enfin, dans les références connues à Montesquieu et à l'esprit des lois, il faut également mentionner, en fin de compte, donc, ce très grand intellectuel japonais qui s'appelle Nakai Chōmin, qui a vécu de 1847 à 1901, et que le même Édith Dufourmont, dont je vous parlais tout à l'heure, a traduit des écrits sur Rousseau et les droits du peuple. Dans cette collection bleue que j'espère n'avoir plus à vous présenter, qui sont un petit peu les budets chinois aux belles lettres, où vous avez donc le texte original de Nakai Chōmin en chinois classique, s'il vous plaît, hein, et la traduction annotée en français en vis-à-vis. Alors ici, Édith Dufourmont se livre à un exercice assez particulier parce que, par exemple, dans ses écrits sur Rousseau, Nakai Chōmin traduit des extraits substantiels du contrat social. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand on retraduit en français du japonais, on n'obtient pas tout à fait le texte de Rousseau. Hein. C'est bon, ça c'est les charmes de l'exercice de la traduction. Alors, ce Nakai Chōmin est connu pour son rôle central dans justement le transfert des idées de Jean-Jacques Rousseau et du républicanisme français, mais également donc de Montesquieu. Hein. En effet, donc Chōmin est quelqu'un qui est francophone et francophile, qui a séjourné en France, et son mentor à Paris, un certain Émile Accola, a inclus l'esprit des lois dans la bibliographie choisie de l'étudiant en droit. Et
à son retour de France au Japon, Chōmin donc a fondé une école des études françaises et il a fait figurer donc au programme de cette école d'abord la considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu et ensuite donc de l'esprit des lois. Alors Nakai Chōmin, qui est mort malheureusement très prématurément de maladie, c'était quelqu'un d'extrêmement facétieux et il a écrit un roman politique qui lui a valu un énorme succès donc en 1887 et pour cause qui s'intitule Dialogue politique entre trois ivrognes. Ça prend la forme d'un débat entre, d'un côté, un porte-parole des idéaux occidentaux de démocratie et de progrès, et de l'autre côté, donc, un défenseur mordicus des valeurs traditionnelles des samouraïs japonais. Et entre les deux, la discussion est modérée par un certain maître Nankai qui aime beaucoup boire tout en discutant politique. C'est vrai que ça aide. Bon. Alors cette fiction justement d'une soirée alcoolisée entre trois amis a permis à Chōmin de débattre assez librement de questions politiques d'actualité qui étaient quand même assez brûlantes, dans une discussion qui offre une analyse astucieuse de la politique européenne contemporaine et une vision assez prophétique de l'orientation du Japon. Et l'un des personnages fait l'éloge de Montesquieu dans ces termes. Alors là, je pense qu'il était à peu près sobre quand il a dit ça. Donc, je cite, « Le constitutionnalisme est à mi-chemin entre le despotisme monarchique et la démocratie. Il ressemble au despotisme monarchique parce que le prestige sacré du souverain permet de réprimer les ambitions excessives, mais il garantit la liberté du peuple comme dans la démocratie. C'est un système qui combine les avantages des deux systèmes et n'a aucun de leurs inconvénients. Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, et John Stuart Mill, dans son livre Le gouvernement représentatif, ont tous deux affirmé que le système politique devait être adapté au niveau de développement atteint par le peuple. Alors, cette idée que on ne peut pas passer brusquement, sans transition, d'un régime à l'autre, c'est-à-dire d'une monarchie ou d'une autocratie à la démocratie, qu'il faut s'y prendre de manière progressive et qu'il y a des étapes intermédiaires qui permettent justement de s'adapter donc à ce que Nakai Chōmin appelle le niveau de développement atteint par le peuple. C'est quelque chose qui sera repris par les intellectuels chinois. Alors, je n'ai pas encore parlé des traductions à proprement parler de l'esprit des lois, qui a d'abord été traduit en japonais en 1876 sous le titre Banpo Seiri, c'est-à-dire donc la quintessence des 10 000 lois, de la multiplicité des lois, une traduction qui est due à Ga Noriyuki, qui a vécu entre 1840 et 1923. Ga Noriyuki, qui est en fait quelqu'un d'origine chinoise, ça se reconnaît à son nom. Et ce qui est intéressant dans cette traduction, c'est que il figure justement la traduction de la notion de despotisme par cette fameuse expression donc sensei en japonais et zhuanzhi en prononciation chinoise.
Et c'est donc cette traduction japonaise qui sera donc qui passera en fait directement en chinois, hein, puisque il faut quand même rappeler, et là je dois revenir un petit peu en arrière, que les Japonais sont les héritiers d'un système d'écriture qui leur vient de Chine, mais qu'ils ont su en fait utiliser pour créer ce que j'ai appelé tout à l'heure des néologismes. Alors vous avez, je vous réfère à cet article tout à fait intéressant qui a été traduit en anglais par les soins de Joshua Fogel, qui est un grand spécialiste du Japon et de l'interface Chine-Japon. Donc cet article de Suzuki Shuji qui s'intitule en anglais Terminology Surrounding the Tripartite Separation of Powers, c'est-à-dire la terminologie qui entoure donc la séparation tripartite des pouvoirs, et que Joshua Fogel a traduit au milieu de 7 études dans ce volume intitulé The Emergence of the Modern Sino-Japanese Lexicon, donc l'émergence du lexique sino-japonais moderne. Alors là, je pense que on ne peut pas insister suffisamment sur justement ce transfert du travail de traduction japonaise vers le chinois, qui a été grandement facilité précisément par cette utilisation par les Japonais justement des caractères chinois. Alors, c'est ça qui a beaucoup facilité le travail d'un intellectuel chinois de la période moderne qui s'appelle Liang Qichao, qui a vécu de 1873 à 1929, qui était donc le principal disciple de Kang Youwei, qui lui a vécu de 1858 à 1927. Vous les voyez ici sur la diapositive, Kang Youwei, le maître, donc assis, et son disciple debout à côté de lui. Tous les deux donc en costume mandchou, c'est-à-dire donc de la fin de la période mandchoue. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire après l'échec de la tentative de réforme conduite par Kang Youwei en 1898, après cet échec, les meneurs de la réforme ont dû donc quitter la Chine en catastrophe, et Liang Qichao, lui, s'est réfugié au Japon. Vous le voyez ici, alors il a quitté son costume chinois ou mandchou, et il a adopté donc le costume occidental en vogue au Japon à l'époque. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que actuellement vous avez de nouveau ce phénomène, de départ de certains intellectuels chinois vers le Japon, parce que évidemment le Japon est tout près, et en plus il y a cette proximité de l'écriture qui fait que même si vous ne parlez pas japonais, vous arrivez quand même à vous débrouiller plus ou moins avec les kanji, c'est-à-dire les caractères chinois. Bon, donc Liang Qichao découvre au Japon un certain nombre d'idées nouvelles venues d'Occident à travers le très abondant catalogue des traductions japonaises disponibles, et il s'attache alors à donner l'accès à ses compatriotes chinois justement de ces nouvelles idées. Et à cette fin, il crée donc plusieurs périodiques, dont les deux plus influents sont sur la diapositive. Vous avez d'abord le Qingyi Bao, qui fait référence, donc c'est le journal littéralement des discussions désintéressées, le Qingyi qui est
une référence à la Chine ancienne, où Qingyi voulait dire essentiellement en fait justement des discussions libres qui mettaient notamment en cause le pouvoir en place. Alors ce journal, créé en 1898, c'est-à-dire dès l'arrivée de Liang Qichao au Japon, s'est interrompu en 1901 parce que les locaux du journal ont brûlé, et c'est donc le second journal, le Ximin Congpa, le nouveau magazine du peuple, qui a pris la suite à partir de 1902 jusqu'en 1907. Alors, dans ces deux périodiques, Liang Qichao s'attache à faire connaître les penseurs occidentaux qu'il considère les plus influents à travers une série d'articles qui commencent par justement Montesquieu et Rousseau. Et l'un d'eux, qui est consacré donc à la doctrine de Montesquieu, éminent théoricien des lois, c'est le titre de l'article, qui date de 1902. Cet article comprend une introduction et une présentation des idées principales de l'esprit des lois et une conclusion qui souligne la contribution de Montesquieu aux grandes réformes politiques et législatives en France et ailleurs. Et en fait, ce que Liang Qichao met dans son article, c'est en fait, on s'aperçoit qu'il a fait une sorte de copier-coller d'une traduction remaniée de la partie consacrée à la philosophie sociale de Montesquieu dans l'histoire de la philosophie d'Alfred Fouillé, qui a vécu de 1838 à 1912. Alfred Fouillé, professeur de philosophie à l'École normale supérieure et à la Sorbonne, donc une histoire de la philosophie qui est parue en 1875 à Paris, librairie de la Grave, c'est marqué sur la couverture, et cet ouvrage s'est trouvé avoir été traduit en japonais par Nakai Chōmin, dont je vous disais qu'il était donc francophone. Il l'a traduit donc à peine 10 ans plus tard, en 1886. Et on peut supposer que Liang Qichao, qui ne connaissait pas le français, donc a dû traduire le texte de Fouillé à partir donc de la version japonaise de Chōmin. Donc là, vous voyez un petit peu comment circulent concrètement les idées à travers justement des parcours extrêmement tortueux, mais qui sont d'autant plus intéressants que on finit par quand même voir comment justement ces intellectuels s'approprient donc ces idées occidentales et comment ensuite ils vont les mettre en œuvre. Je suis obligée de m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je terminerai la semaine prochaine donc sur justement ces intellectuels chinois d'il y a un siècle, mais qui sont encore évoqués aujourd'hui et pour cause. Et nous en arriverons ensuite justement, on pourrait dire, à la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire donc à cette phrase que vous avez vue en chinois, qui est une sorte de réponse à la phrase verdict de Montesquieu. Merci.